Par cette vidéo, nous commençons un nouveau thème d'histoire, le deuxième, avec la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire entre 1945 et le début des années 70. Le premier chapitre porte sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, sa résolution et les débuts d'un nouvel ordre mondial. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, deux puissances s'affirment, l'URSS et les États-Unis. Ces deux puissances étendent leur influence et participent à la création d'un nouvel ordre mondial. On voit ainsi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale une volonté de construire une paix durable, mais en même temps les tensions montent entre ces deux grands, amenant à une bipolarisation du monde. Alors pour voir dans quelle mesure s'est affirmée la volonté de mettre en place un nouvel ordre mondial dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et l'URSS, nous verrons tout d'abord le bilan de la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Ce bilan a été très lourd, matériellement, humainement et moralement. L'Europe sera affaiblie de ces années de guerre. On voit ici le nombre de morts qui est très important, 14% de la population soviétique par exemple, auquel il faut ajouter les traumatismes liés à la guerre ainsi que la destruction des logements. Le nombre de destructions accroît aussi les difficultés économiques. Les terres agricoles par exemple sont touchées pour une grande partie, tout comme les usines. De même, la destruction des voies ferrées paralyse les États. On peut voir ici l'ampleur de ces destructions. Sur cette photographie, nous voyons des civils qui passent un pont détruit sur l'Elbe, tant bien que mal, afin d'échapper à l'avancée des troupes soviétiques qui libèrent l'Europe par l'Est. Sur cette photographie, vous pouvez mesurer l'ampleur des destructions à Hambourg et les difficiles conditions de vie, puisqu'on distribue ici des rations de soupe aux habitants, des rations qui sont mesurées et souvent insuffisantes. Les États-Unis, en revanche, n'ont plus été touchés sur leur sol après le bombardement sur Pearl Harbor et ont augmenté leur production industrielle pendant la guerre. Ils en sortent donc en situation de puissance économique et proposent une aide aux États européens, c'est le plan Marshall. Ce plan est une aide économique massive qui est accordée en échange d'une importation de marchandises américaines, ce qui fait de fait entrer les pays qui l'acceptent dans le bloc de l'Ouest. Elle est proposée en juin 1947 par le secrétaire d'État états-unien George Marshall à tous les pays d'Europe. La Grande-Bretagne et la France reçoivent à elles deux plus de 5 millions de dollars par exemple sur les 12 millions investis par les États-Unis au total. La France aussi doit être reconstruite matériellement puisque des villes comme Le Havre ont été détruites. C'est l'objectif du commissariat au plan confié à Jean Monnet en 1946. Il s'agit de grandes orientations de l'économie et de fixer des objectifs de production à atteindre. La France doit également faire face à la question de la collaboration. Se produit alors ce que l'on appelle l'épuration qui vise à condamner ceux qui sont accusés de collaboration. On distingue l'épuration sauvage de l'épuration légale. L'épuration sauvage se pratique hors de tout cadre judiciaire. Des Français en traquent d'autres dans la rue, allant parfois jusqu'à tuer ceux qu'ils accusent, à tort ou à raison, d'avoir collaboré. De même, les femmes accusées de collaboration horizontale, c'est-à-dire d'avoir eu des relations avec les Allemands, sont humiliées publiquement. Certaines de ces femmes font également face à l'épuration légale, c'est-à-dire à des procès, comme Arletty qui se défend en disant à ses juges « Mon cœur est à la France, mais mon cul est international ». Il faut noter en effet qu'elle n'avait pas communiqué d'informations à ses amants allemands et que les hommes français qui de leur côté avaient eu des relations avec des Allemandes n'ont pas été jugés. Parmi les hommes, ce sont des hommes politiques et d'autres responsables qui sont jugés, comme on peut le voir sur cette photographie du maréchal Pétain à son procès. On voit sur ce graphique les personnes tuées lors de l'épuration sauvage, ainsi que les condamnations dans le cadre de l'épuration légale. Voyons maintenant les nouvelles bases qui sont posées sur l'avenir en partant du programme du CNR, du Conseil national de la résistance, en France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance en France est divisée entre différents mouvements, fondés sur le terrain avec différentes motivations et idéologies, tandis qu'à l'extérieur, Charles de Gaulle tente de s'imposer comme représentant de la France auprès des Alliés. Pour se faire donner cette position et coordonner les actions de résistance, le général charge un ancien préfet, Jean Moulin, révoqué pour avoir refusé la collaboration, d'unifier les mouvements de résistance, en intégrant également des représentants de différents anciens partis politiques. C'est le Conseil national de la résistance. Cette unification a été difficile, car il y avait de nombreux désaccords et des rivalités de pouvoir entre les leaders de la résistance, mais une première réunion clandestine du CNR se tient finalement le 27 mai 1943. Peu après, Jean Moulin est arrêté à Lyon par la Gestapo sous les ordres de Klaus Barbie et meurt sous la torture. L'objectif du CNR sous sa direction était d'organiser la lutte armée contre l'occupant et notamment de préparer le débarquement allié.
s'ajoute ensuite une autre mission, celle de préparer l'après-guerre en mettant en avant des valeurs et des objectifs communs. Quand la France est libérée, on met en place le gouvernement provisoire de la République française, dirigé d'abord par De Gaulle, afin de permettre la transition démocratique. Ce GPRF met en place certaines des mesures prévues par le CNR. C'est ce que je vous demande d'établir à partir des documents pages 114-115. Vous compléterez le tableau en distinguant les mesures économiques des mesures sociales et en voyant pour chacune celles qui ont été appliquées et celles qui ne l'ont pas été. Un autre aspect important de ce lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est bien sûr de définir et de juger les crimes qui ont été commis pendant les conflits. Les troupes alliées qui s'avancent en Europe découvrent l'horreur des camps de concentration. Le camp d'Auschwitz, par exemple, est libéré le 27 janvier 1945. Les Alliés estiment alors qu'il faut garder la trace de ces crimes. Ils filment et prennent des photographies. Ils contraignent également les Allemands qui vivaient à proximité à venir contempler la barbarie qui était à l'œuvre. Ces archives servent ensuite dans les procès qui sont organisés. Des procès sont organisés de manière indépendante par les différents alliés dans les zones d'occupation allemande et au Japon, mais on organise aussi, et c'est la première fois, un tribunal international. À Nuremberg sont jugés 21 dirigeants nazis par des juges états-uniens, russes, britanniques et français. Il faut donc des interprètes, d'où les casques que vous pouvez voir sur les oreilles des accusés et des avocats. On décide de filmer le procès et d'inviter 400 journalistes afin que les témoignages et le verdict soient connus et ne puissent être oubliés. Le procès dure 10 mois. Il se tient symboliquement dans la ville dans laquelle avait lieu le congrès du parti nazi et dans laquelle ont été votées les lois antisémites de Nuremberg. Il faut également de nouveaux chefs d'accusation pour ces crimes que l'on juge pour la première fois, à savoir le crime de conspiration, le crime contre la paix, le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Ces crimes sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais prescription, on pourra toujours condamner quelqu'un qui serait reconnu coupable, comme le tortionnaire de Jean Moulin Klaus Barbie, qui n'a été jugé et condamné qu'en 1987. Hitler n'est pas parmi les accusés car il s'est suicidé le 30 avril 1945. D'autres hauts responsables nazis sont également absents, comme Eichmann, qui a organisé la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, car ils se sont réfugiés ailleurs, en Amérique du Sud notamment. Parmi les accusés, on note par exemple Hermann Göring, qui était une personnalité de premier plan du régime nazi et s'est rendu coupable de nombreux crimes. Condamné à mort, comme ceux que vous voyez entourés ici, il se suicide dans sa cellule. D'autres sont condamnés à de la prison, et d'autres enfin sont acquittés. Ce ne sont pas que des personnes, mais également des organisations qui ont été condamnées, comme la SS. Ces procès sont exceptionnels, car ils instaurent une justice internationale, et d'autres procès suivront, comme celui d'Eichmann, après son arrestation, en 1961. À Tokyo, les États-Unis, qui occupent le Japon jusqu'en 1952, mettent en œuvre une forme d'épuration également, et organisent également un procès contre les criminels de guerre, comme Tojo par exemple, l'ancien Premier ministre du Japon et qui a été condamné à mort. Cette justice est cependant contestée. S'il est essentiel de juger ces crimes, les procès sont organisés par les vainqueurs, si bien que d'autres crimes comme le bombardement nucléaire sur Hiroshima ou sur Nagasaki restent impunis. Pour conclure, on a vu que l'Europe a été terriblement meurtrie par le conflit et par les crimes qui s'y sont commis. L'Europe se reconstruit économiquement et avec de nouvelles valeurs à travers des projets comme le plan Marshall ou l'héritage du CNR. Enfin, les États-Unis s'imposent avec leur aide économique, l'organisation de procès, en parallèle d'une montée en puissance de l'Union soviétique.